entretiens du marquis. Bonjour à tous. Pendant que la France est en faillite, Bruno Le Maire, oui, notre ministre de l'économie, écrit des romans. Tout s'explique. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Alors, aujourd'hui sont à l'honneur Philippe Baconnet, voilier, famille Péramore et Mulder. Merci à eux. Et puis je tenais véritablement à vous remercier pour tous les messages. J'ai noté pas mal de choses et j'en parlerai au fil de ce numéro. Mais on n'oublie pas, on continue la lutte, on soutient la réinformation et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux car la censure véritablement nous menace. J'en parlerai en fin de numéro. Je vais commencer cet entretien par revenir sur l'information d'hier avec ce tweet de Télérama qui est absolument délicieux. Au Molière 2023, quand Rima Abdul Malak se lève et assoit sa stature. Manifestement, ils n'ont pas corrigé. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est un fake. Je vous ai expliqué hier de quoi il s'agissait. Mais dans l'intervention de Télérama, nous avons à peu près tout le problème de ces médias aux ordres et en même temps des intermittents du spectacle et du monde de la culture. Et oui, ils sont gavés d'argent public et ils ont l'impression donc qu'ils doivent remercier leur ministre. Ils ont peut-être oublié une chose, c'est que l'argent qu'il leur est distribué, ce n'est pas l'argent du ministre, ce n'est pas l'argent d'Emmanuel Macron, c'est l'argent de nos impôts. Et que normalement, les gens de la culture devraient destiner leurs œuvres à l'ensemble de la population française. Pas du tout, c'est un entre-soi. On travaille pour faire plaisir aux Inrecuptibles, à Télérama ou à 2-3 critiques du monde. Un point, c'est tout. Le seul objectif, avoir des subventions, certainement pas plaire à ce peuple de France qui, de toute façon, il méprise profondément. C'est ça qui est tout à fait scandaleux. Et lorsqu'une barbouzerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à employer, est organisée, ils applaudissent. Complice, complice, complice. Et on sait maintenant que le directeur des Molières était un ami d'Emmanuel Macron et que c'est lui qui a fourni tous les éléments de langage au ministre Rima Abdul Malak. J'ai constaté que ce matin dans la presse aux ordres, il n'y avait strictement rien. Il va falloir faire du bruit pour que cela remonte. Alors pendant que les artistes étaient gavés d'argent public, eh bien les Français, eux, c'est bien plus compliqué. Vous avez vu les chiffres, 17,6% en avril, 21% sur un an. Tiens donc, où sont passés tous ceux qui, gros industriels ou politiques, m'avaient accusé, alors c'est Michel-Édouard Leclerc qui parle, d'angoisser les Français quand je prédisais un tsunami. Je voudrais ajouter à Michel-Édouard Leclerc que sur cette chaîne, grâce à nos amis Philippe Murer, Philippe Herlin et Touati, on savait que l'inflation allait être très importante. Certains avaient même écrit, suite à mes tweets et à mes vidéos, que tout cela, c'était de la théorie du complot. On voit que ces complots se réalisent les uns après les autres. Et il y a une plaisanterie entre complotistes. Donnez-moi une nouvelle théorie du complot parce que toutes celles que j'ai annoncées se réalisent. Alors pendant que les Français souffrent d'une inflation terrible, eh bien notre ministre de l'économie est à fond pour aider les Français. Enfin, pas tout à fait. Édouard Husson, quel surhomme ce Bruno Le Maire. Tandis qu'il détruisait l'économie russe d'une main, il l'avait mise à genoux, n'oublions pas, il écrivait un roman de l'autre. Bruno Le Maire, mon deuxième roman dans vos librairies dès demain, bonne lecture. Seul petit ennui dans le tweet de Bruno Le Maire, c'est qu'il utilise le site du ministère de l'économie. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie officielle, qui vend ses livres, ses romans. Cela pose peut-être un conflit d'intérêts, monsieur Bruno Le Maire. Vous utilisez les services de l'État pour un travail privé. Alors on aimerait comprendre, la France est quasi en faillite, un endettement colossal, nous sommes à la merci du FMI, les Français souffrent d'une inflation colossale, le président de la République nous explique qu'il ne peut strictement rien faire, et vous avez du temps libre, vous écrivez un roman. Alors là, j'avoue que je ne croyais pas la chose possible, mais pourtant, on devrait avoir du recul. Nous avons bien vu Marlène Schiappa dans Playboy. Nous avons bien vu Olivier Dussault dans Têtu. Nous avons bien vu le président de la République dans Pif Gadget. On a l'impression que ce gouvernement ne nous épargne rien. Et là, je vais vous présenter une séquence, là, j'avoue, qui est
excellente. Même si la personne en question, je ne l'apprécie pas, c'est Michel Consigny, il avait eu des mots tout à fait odieux vis-à-vis des non-vaccinés. Malgré tout, il a cloué le bec à ce personnage que vous reconnaissez, Guérini. Et là, j'avoue que si vous voulez vraiment vous amuser, regardez dans la description ce que dit Charles de Consigny. Bon, je vais essayer de ne pas massacrer le nom de Consigny, je ne vais pas l'appeler Michel ou Charles II. Bon, Consigny, donc, a humilié Stanislas Guérini. Que faut-il comprendre ? Vous savez tous que si vous avez une inflation de 10%, je prends une base qui ne correspond pas à la France, hein, c'est une base 10 parce que c'est plus facile, et que Guérini se vende par exemple d'augmenter les salaires de 5%, eh bien 10 moins 5, vous perdez sur votre salaire 5% de pouvoir d'achat. Et notamment pour les revenus qui sont touchés par une inflation à 20%. Vous comprenez bien ? Donc si Guérini voulait augmenter les salaires en fonction de cette inflation, s'il voulait vraiment aider les salaires les plus bas, il serait obligé de les augmenter de 20%. C'est ce qu'il ne fait pas. Il ment donc, il maquille l'échec du gouvernement par de fausses augmentations. Ce ne sont pas des augmentations, ce sont des pertes pour les Français. C'est pour cette raison que Charles Consigny se moque de lui. Souvenons-nous, le président de la République, la main sur le cœur, nous avait dit « Les enseignants, je les augmente de 10%. » Ah non, ce n'est que de 5%. Ce n'est qu'une succession de mensonges. Le président de la République nous avait dit aussi « Je vais lancer une grande loi sur l'immigration », d'autant que cette loi est plébiscitée par 82% des Français. Eh bien, là encore, ce n'est qu'une promesse dans le vent. Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Le gouvernement renonce à la loi immigration parce qu'une partie de la majorité présidentielle ne veut pas voter ce texte. Voilà encore un échec. C'est ce qui fait dire à Bruno Attal « Macron abandonne la loi immigration plébiscitée par 82% des Français, mais garde la réforme des retraites refusée par 92% des actifs. Il ne risque pas cette fois-ci de passer par un 49.3 parce que le gouvernement tomberait manifestement par une motion de censure. » Voilà où nous en sommes. Alors, les LR, furieux, paraît-il, les Républicains vont déposer leur propre texte de loi sur l'immigration au Parlement. Mercredi 26 avril, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, a annoncé que ses parlementaires allaient déposer un texte de loi sur l'immigration. Olivier Véran les avait accusés d'être responsables du naufrage de la loi sur l'immigration, ce qui est évidemment une fausse accusation, c'est que l'AREM, les Renaissances, ne voteraient pas un tel texte parce qu'il y a de nombreux députés de gauche. Donc ils accusent un parti d'opposition alors que le gouvernement a le pouvoir. C'est quand même un comble. Il n'en reste pas moins que les LR sont coupables, et vous le savez, de traîtrise depuis de longs mois. Ils ont soutenu cette loi sur la réforme des retraites, ils ont refusé de voter la motion de censure. Ensuite, ils nous avaient promis, expliqué sur la réforme des retraites, qu'ils avaient aménagé cette réforme avec des amendements qui ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Alors, pour exister auprès de leur électorat de droite, ils nous refont le coup de la loi sur l'immigration qu'ils n'ont jamais mise en œuvre d'ailleurs lorsqu'ils avaient le pouvoir, et je vous renvoie à Sarkozy. À tel point qu'aujourd'hui, c'est une hémorragie chez les LR. Les jeunes, rejoignent les partis patriotes. Comme en témoigne ce reportage dans C'est dans l'air, saigner des jeunes gaullistes, qui se disent gaullistes, chez LR, qui rejoignent en nombre le RN. Aujourd'hui, chez les jeunes républicains, quand on défend les classes populaires, on est traité de gauchiste. C'est quand même assez incroyable quand on se souvient ce que c'était le gaullisme. C'était un grand parti populaire. Ciotti et consorts, qu'en ont-ils fait? Un parti de notables qui défendent que les intérêts de l'élite mondialisée, qu'ils disparaissent, qu'ils sombrent avec Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, lui, vous le savez, je vous l'ai annoncé hier, il va se rendre au Global Citizen Now. Je vous mets tous ces joyeux participants. Vous aurez Van der Leyen qui est présidente, il y aura Trudeau, j'en ai parlé, et puis vous voyez aussi que l'Open Society, Rockefeller et compagnie. Voilà les gens qui vont parler de notre avenir.
Sont-ils élus pour beaucoup? Absolument pas. Ce sont des lobbies. Alors, pour les mettre un petit peu à mal, peut-être qu'il faudrait penser à signer cette pétition pour la destitution du président de la République. Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, lorsqu'il a eu vent de cette pétition, il a dit « Mais c'est une folie, il faut que les Français se reprennent ». En effet, Dominique, très macroniste, 30 000, ce n'est pas véritablement terrible. Il faut que les Français se reprennent et signent massivement cette pétition. Alors, puisqu'on parle des macronistes, on va aborder le cas Elisabeth Borne. Vous savez qu'elle a présenté sa feuille de route pour les 100 jours, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas véritablement séduit les Français, à tel point que le journal très macroniste Le Figaro écrit en une feuille de route de Borne le retour de la technoparade, en expliquant qu'on a l'impression de lire un discours fabriqué par l'intelligence artificielle, sans cœur, etc. C'est vrai que c'est un inventaire à la Prévert, toute une série de mesures accessoires pour cacher l'essentiel. Les Français sont en train de s'appauvrir et la France tombe un peu plus chaque jour. Mais attention, le diable se cache parfois dans certains détails. En effet, nous avons appris que le gouvernement veut lutter contre la désinformation. Le gouvernement travaille à un bannissement des réseaux sociaux de 6 mois à 1 an pour des faits de harcèlement, de négationnisme, les attaques sur les orientations sexuelles ou l'identité de genre, les atteintes liées à l'origine, à la religion, au sexe ou au handicap. Les comptes créés avant les faits seraient également bloqués tout en empêchant la création de nouveaux comptes. Et là, nous sommes obligés de réfléchir un petit peu. Pourquoi a-t-on créé la liberté d'expression? Pour éviter que certains utilisent certaines lois, les détournent en leur faveur. Grosso modo, il y a un proverbe très célèbre qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Je combats le fanatisme. On va me dire, mais vous attaquez les religions. Hop, banni. Vous avez en face de vous un gars de la LGBT, vous condamnez sa dérive totalitaire. Hop, il va vous accuser que c'est son identité de genre que vous avez en ligne de mire. Il va essayer de vous psychiatriser. Et c'est pour cette raison qu'il faut éviter ce genre de règles. Parce qu'on va donner évidemment le pouvoir à des Rudi Reichstadt, on va donner le pouvoir à des Julien Pain, qui vont agir comme de véritables inquisiteurs. Regardez ce qui est arrivé à Philippe Murer. D'ailleurs, on va ouvrir un petit peu la page Tucker Carlson. Philippe Murer écrit « Le plus influent journaliste de Fox News, Tucker Carlson, est viré. En dévoilant la vérité, il dérangeait trop un système pourri, licencié, système fasciste. » Voilà ce qu'écrit Philippe Murer. Et regardez le site de Conspiracy Watch. D'ailleurs, remarquez que c'est plus Rudi Reichstadt, ils mettent Conspiracy Watch, parce que Rudi, en ce moment, il a mauvaise presse. En dévoilant la vérité, il dérangeait trop un système pourri. Non, Tucker Carlson était devenu un boulet pour Fox News. Il ne dévoilait pas la vérité, il multipliait depuis des années les théories du complot les plus débiles. L'excellent cercle Aristote rappelle évidemment à Conspiracy Watch et Rudy qu'il avait touché 60 000 € pour taper sur Philippe Murer, par exemple. Très bon rappel. Mais on va revenir malgré tout sur les propos assez violents contre Tucker Carlson. Il multipliait depuis des années les théories du complot les plus débiles. À partir du moment où vous utilisez théorie du complot, vous savez que c'est de la propagande, que cela fait partie du système. Donc toute personne utilisant ce genre de mots devrait voir sa carte déchirée, parce qu'il faut les nommer, ces théories du complot. Et ensuite, vous avez les plus débiles. Vous avez l'hyperbole qui disqualifie complètement Rudi Reichstadt et son site. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'il reproche à Tucker Carlson. Et là, sur LCI, il y a un grand reportage. Pendant 7 minutes, ils énumèrent. Alors, ce qu'il lui reproche, c'est sa relation mouvementée avec Trump, puisqu'en effet, Tucker Carlson pouvait être extrêmement sévère avec l'ancien président des États-Unis. Mais là, je ne vois pas en quoi cela discréditerait Tucker Carlson. Mais Tucker Carlson a commis quelque chose de tout à fait irréparable sur LCU, la chaîne ukrainienne. Il admire Vladimir Poutine. Il trouve que c'est un grand président. Alors là, pour Pujadas, c'est la ligne rouge qui est franchie. Ensuite, sur les pseudo-théories du complot,
Eh bien, Tucker Carlson s'est interrogé sur la nationalité d'Obama parce qu'il était né à Hawaï, d'un père africain, etc. Et donc, il y a eu un moment, une partie des républicains ont essayé de faire capoter Obama avec cette idée de nationalité qui a été réglée. Donc, Tucker Carlson s'était interrogé, il avait le droit de s'interroger, les choses ont été dites, donc il n'y a pas eu de souci. Et il y a surtout l'affaire Dominium. Dominium, pour moi, c'est une erreur gigantesque du Parti républicain. Il n'aurait jamais dû communiquer là-dessus. Il n'avait pas les preuves suffisantes. Et à partir du moment où vous n'avez pas les preuves suffisantes, eh bien, vous êtes dans la situation de Fox News. Vous devez payer à l'entreprise plus de 700 millions de dommages et intérêts. Tucker Carlson avait relayé des informations qui n'étaient peut-être pas suffisamment étayées. Mais à part celle-là, je ne vois pas. Quel autre journaliste pourrait se vanter de n'avoir jamais commis de bêtises ? Patrick Cohen, Pujadas, Rudi Reichstadt, parce que eux, des casseroles, c'est une quincaillerie qu'ils ont. Par contre, Tucker Carlson, par son courage, mériterait d'avoir 10, 20, 30 Pulitzer, notamment pour avoir révélé toutes les erreurs, on va dire, des politiques covidistes. Il faut que je fasse très attention. Il a révélé la supercherie du Capitole. Il a aussi montré les relations entre l'industrie pharmaceutique et le pouvoir politique. Il a souvent présenté les éléments de l'élection de Biden, une élection déloyale, et il a relayé, entre autres, l'ordinateur d'Hunter Biden. Toutes ces informations, vous ne les entendrez jamais dans la bouche de Rudi Reichstadt, de Pujadas ou de la presse aux ordres. Il avait aussi travaillé sur le fait que Joe Biden a plus de 80 balais et qu'il est un petit peu bizarre quand même. Joe Biden nous a montré des signes un peu inquiétants, notamment lorsqu'il voulait manger des glaces au chocolat alors qu'il y avait eu un massacre à Nashville. Eh bien, là encore, vous n'aurez pas ce genre d'informations développées à la une de la presse mainstream. C'est pour cette raison que Tucker Carlson était si apprécié des Américains qu'il avait 3,5 millions de spectateurs chaque soir qui faisaient les beaux jours de Fox News. Depuis, ils ont perdu la moitié de leurs auditeurs. Ils ont perdu aussi 1 milliard en bourse et c'est pas prêt de s'arrêter. Et lorsque Rudi Reichstadt disait que c'était un boulet pour Fox News, ça s'appelle un mensonge. C'est une théorie du complot, là, dis donc, Rudi Reichstadt. On voit bien que depuis qu'il n'est plus sur Fox News, eh bien, on ne peut pas dire que ça soit un boulet. Et c'est ça qui devient très, très inquiétant. Vous imaginez que si on donne les pleins pouvoirs à ces gens-là, nous nous retrouverons dans la situation très triste des heures des plus sombres de notre histoire. Julien Pain, grand inquisiteur, associé à Rudi Reichstadt et à Tristan Mendès France. Ça fait véritablement peur. Je voulais aussi évoquer l'histoire qui est arrivée à Florian Philippot. C'est assez laid d'ailleurs, puisqu'il était dans un bar et le serveur lui a refusé un verre sous prétexte qu'il n'était pas d'accord politiquement avec Florian Philippot. Florian Philippot s'est toujours dressé contre les discriminations. Il a raison de ne pas laisser passer cette affaire et surtout mettre en lumière le sectarisme d'une certaine gauche. Contre Emmanuel Macron, nous devrions tous être unis. Eh bien, certains font en sorte qu'on se batte en ordre dispersé. Et vous savez très bien que cette dispersion, les clivages favorisent Emmanuel Macron. À votre avis, pour qui roule-t-il ? Et je voudrais juste ouvrir une page sur les non-vaccinés, sur le personnel suspendu non-vacciné. Je vous avais dit il y a quelques mois que la Haute Autorité de Santé disait qu'il pouvait être réintégré. Et puis le ministère a un petit peu traîné. On a vu les covidios remonter au créneau en disant non, on ne peut pas travailler avec de telles personnes comme le docteur Marty ou Jimmy Mohamed. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas. La France est le dernier pays à ne pas avoir réintégré son personnel suspendu. Alors, je voudrais juste faire une remarque. Ce que je vois utilisé par le gouvernement, c'est du nudge dark, c'est-à-dire des moyens de pression contre un personnel bien affaibli. En effet, dans la vente, on apprend que si on a un rendez-vous important pour signer un contrat, on fait venir les gens à 14h et on les reçoit seulement à 6h du soir. On les fait attendre pendant 4 heures et toutes les 20 minutes, on dit « on va vous recevoir, restez là, ne vous inquiétez pas, on va vous recevoir ». L'attente trompée conduit évidemment ceux qui attendent à être en infériorité psychologique et quand ils arrivent à 6 heures complètement épuisés, eh bien évidemment,
Ils en rabattent sur leur marge. Voilà ce qu'utilise le gouvernement, des méthodes de sadiques. Il n'y a pas un journaliste pour s'élever, au contraire, ils reçoivent Jimmy Mohamed ou le professeur Marty. Honte à eux. Et lorsqu'on lit la presse étrangère, la presse allemande, on nous parle que d'effets secondaires, on nous parle des problèmes du masque qui pourraient être toxiques, etc. Rien. Silence radio. Une honte nationale. Encore un dossier, une grosse casserole dans le jardin de la Macronie. Enfin, je voudrais terminer ce journal sur quelque chose qui est peut-être très positif. En effet, guerre en Ukraine, Xi Jinping enverra une délégation chinoise à Kiev. Zelensky nomme un ambassadeur à Pékin. Vous savez, je vous l'avais annoncé il y a quelques mois, Pékin prend en charge les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Nous savons que les BRICS sont unis et veulent peser sur Zelensky. Nous apprenons aussi, notamment dans la presse anglo-saxonne, que l'armée ukrainienne reçoit des bombes, alors je crois que c'est les FAB 500, je le fais de mémoire, hein, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, et qu'elles sont assez destructrices. L'armée ukrainienne aurait subi des pertes épouvantables. Zelensky se dit que c'est peut-être le moment de négocier un cessez-le-feu qui lui permettrait de sauver la face. Quant aux Russes, ils ont évidemment gagné la guerre. Voilà à peu près où nous en sommes. Nous espérons que le printemps, en effet, nous apportera la paix. Voilà, le journal se termine. Je tenais à vous remercier de votre fidélité. Et puis, je serai absent pendant 5 jours. Et oui, lorsqu'on voit toutes ces affaires de censure, je suis obligé de conserver quelques activités professionnelles parce que si ce site disparaît du fait de la censure, eh bien, j'aurais plus rien pour faire bouillir la marmite. Donc, je suis obligé de travailler un petit peu à côté. Donc, je vais prendre 5 jours. Je vous retrouve jeudi prochain. À bientôt pour un nouvel entretien. Merci beaucoup.